Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Le Figaro TV. On va revenir sur l'audition de la présidente du Louvre, Laurence Descartes, hier après-midi devant les sénateurs, quelques jours après ce cambriolage rocambolesque. Alors, à qui la faute? Comment mieux sécuriser nos établissements? Et puis surtout, dans l'immédiat, retrouvera-t-on un jour les fameux joyaux? On en parlera avec Guillaume Roquette, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, et puis également avec Édouard de Lamaze. Il est président du Conseil des maisons de vente et il nous expliquera avec précision ce que les ravisseurs peuvent vraiment faire de ces pièces, parce que c'est pas si évident que cela et ça pourrait d'ailleurs rapporter beaucoup moins qu'espéré. Et puis on sera enfin avec l'essayiste Julie Gradiani. Elle publie ce livre, Les escrocs, le blanchiment des idées sales. On viendra notamment avec elle sur les causes du discrédit des politiques avec cette question: comment renouer la confiance? Point de vue, c'est parti. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. Alors la présidente du Louvre, Laurence Descartes, était sommée de s'expliquer hier devant la commission des affaires culturelles du Sénat, quelques jours après ce braquage qui est quand même assez rocambolesque et qui continue de faire beaucoup parler, de faire la une des journaux cette semaine. Laurence Descartes qui a reconnu que le Louvre avait été mis en échec, que le système de vidéo de l'extérieur était très insuffisant, mais le pire, Guillaume, dans cette histoire, c'est qu'elle précise que toutes les alarmes ont bel et bien fonctionné dimanche dernier. Est-ce que vous partagez la sidération d'un certain nombre de gens qui disent que c'est quand même fou que ce lieu qui abrite autant d'objets précieux ait pu être à ce point vulnérable? Oui, c'est tout simplement délirant. Enfin, il y a deux choses qui sont extraordinaires, qui sont incompréhensibles et qui sont inacceptables. La première, effectivement, c'est l'état de déliquescence du système de protection du Louvre. C'est aussi l'irresponsabilité des gens qui gèrent cet établissement. Vous savez, moi, j'ai l'âge d'avoir emmené mes enfants voir les joyaux de la couronne britannique à la Tour de Londres. Je peux vous assurer que les bijoux, ils ne sont pas à côté d'une fenêtre le long de la rue. Oui. Et toutes les collections de joyaux en Europe sont dans des salles qui sont protégées. Et ils sont dans le champ, dans le périmètre des images de vidéosurveillance. Parce que là, ce qu'on nous explique, c'est que malheureusement, ça ne correspondait pas au lieu sur lequel la caméra se... Ah bah oui, c'est pas de chance. C'est quand même dommage. Pas de chance. Il y avait des caméras, mais elles n'étaient pas orientées du bon côté. Non mais tout ça est proprement ahurissant. Et ce qui est... aussi ahurissant, c'est le double motif d'incompréhension, c'est que apparemment ça ne pose aucun problème à tous ces messieurs-dames qui sont chargés de ce musée. Ça avait commencé avec Rachida Dati en début de semaine, qui nous avait expliqué que les dispositifs de sécurité du musée du Louvre n'ont pas été défaillants. Oui. Je mets mes lunettes pour la citer. Bah dites donc, j'ose pas imaginer ce qu'aurait été le butin si les systèmes de sécurité avaient été défaillants. Et Madame Descartes nous explique aussi que tout allait bien, que certes il y avait un problème avec une fenêtre, mais que ça avait été réparé, et que d'ailleurs les vitres ont très bien tenu, et que si les malfaiteurs ont pu récupérer les bijoux, c'est parce qu'ils ont mis la main pour passer sur le côté. Mais non, mais c'est extraordinaire. C'est inimaginable, l'irresponsabilité collective dans cette histoire. Et on va revenir bien sûr sur cette question de la responsabilité. Thibaut de Montbrial, qui était sur ce plateau il y a quelques jours, disait par exemple: moi j'ai ressenti ce cambriolage comme une humiliation à la fois personnelle et nationale. Est-ce que ce cambriolage, il sonne comme le symbole quand même d'une forme de déclassement, en tout cas le symbole de nos insuffisances? Oui, je le pense. Le Louvre, c'est le lieu symbolique par excellence. C'est l'exercice du pouvoir depuis quasiment les débuts de la royauté en France. C'est l'endroit où Emmanuel Macron avait choisi de déambuler le soir de son élection en 2017. Et cette histoire folle, ce cambriolage est le symbole, j'ai presque dire éclatant, de la déliquescence de nos services publics. Si vous voulez, de même que l'éducation nationale ne fonctionne plus, de même qu'il y a des problèmes considérables dans le système de santé, les hôpitaux, eh ben, il en va de même pour le Louvre. C'est quand même extraordinaire que, dans ce qui est le plus grand musée du monde, on ne soit pas capable de protéger les bijoux. C'est évidemment le premier truc qui peut être volable, parce que ça ne prend pas de place et ça se revend facilement. Et donc, moi, je suis absolument sidéré par cela. Je pense que si ce cambriolage
a énormément d'écho dans la population, c'est parce que les Français, même inconsciemment, ressentent qu'il est le signe, effectivement, de ce que vous appeliez très justement un déclassement de notre pays. Un écho extrêmement important en France, mais également dans le monde entier. Et on l'a vu d'ailleurs avec notamment ces hordes de journalistes qui sont depuis plusieurs jours sur le parvis du musée du Louvre. On voit qu'il y a un écho retentissant dans le monde entier. C'est l'image de la France qui est en jeu avec cette affaire. Oui, c'est l'image de la France et je pense que c'est l'image du blocage français, en fait, parce que Mme Descartes a expliqué dans son audition devant les parlementaires que, certes, elle avait vu qu'il y avait des petits problèmes, mais qu'il fallait passer un appel d'offres et que c'était très long et que c'était très compliqué. Il y a une espèce d'irresponsabilité collective qui, effectivement, est un symbole de ce qu'est notre pays. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez parallèlement un pays inefficace et un pays qui capte une quantité de la richesse nationale pour la dépense publique qui est sans équivalent dans le monde entier. Le niveau des prélèvements obligatoires en France, c'est un record du monde. Donc, non seulement l'État nous prend quasiment la moitié de ce que nous gagnons chaque mois, mais il est incapable de gérer correctement cet argent. Et il ne met pas l'argent au bon endroit. Je lisais par exemple des commentaires de gens qui disaient « Attendez, on a dépensé des milliers d'euros pour déplacer la tapisserie de Bayeux pour aller l'envoyer à Londres, pour pouvoir la faire visiter par les Anglais. Mais dans le même temps, alors même qu'on sait qu'il y a un sujet sur la sécurité de nos établissements, et notamment du Louvre, ça avait été dit par Emmanuel Macron lui-même, on ne fait pas le nécessaire. » Alors pour l'instant, je crois que ça n'est pas fait pour parce qu'il y a toujours discussion pour savoir si la tapisserie de Bayeux peut être ou non traverser la Manche. Mais en tout cas, c'est un projet qui est envisagé. Ah oui, c'est un projet absolument qui est envisagé par Emmanuel Macron. Et écoutez, c'est pas compliqué. Le Louvre, vous avez vu où les malfaiteurs ont installé leurs camionnettes à côté de la Seine. Oui. On a dépensé 1,5 milliard d'euros pour que quelques bobos puissent se baigner dans la Seine. On marche sur la tête. Et quand l'administration, en la personne de Laurence Descartes, nous dit « Ah oui, mais c'est pas possible, c'était compliqué, il y avait des appels d'offres, il y a une réglementation. » Mais c'est faux. Quand il a fallu organiser les Jeux Olympiques, le président de la République, à juste titre, a dit « Bon, maintenant, on va outrepasser, on va contourner les règles administratives normales parce qu'on sait très bien qu'elles nous rendent impuissants. » C'est la même chose pour Notre-Dame de Paris, où le ministère de la Culture a été laissé de côté et l'Élysée a créé une espèce de force de frappe sous la direction du général Georges Lain. Donc c'est possible, mais pourquoi est-ce que la règle, ce n'est pas celle-là? Parce que les hauts fonctionnaires savent que de toute façon, on ne leur demandera pas de compte. Quoi qu'il arrive, ils sont tranquilles. Et c'est comme ça dans tous les domaines. J'expliquais récemment que en 2023 et 2024, il y a eu une erreur de 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros sur les recettes fiscales de notre pays. C'est-à-dire que l'armée de hauts fonctionnaires de Bercy s'est plantée de 60 milliards sur les recettes des impôts. Il n'y a pas eu une sanction. Pas une. C'est extraordinaire. Dans le secteur privé, ce serait inacceptable. Pas une sanction, pourquoi? Parce que, et je crois que c'est en filigrane de ce que vous dites dans votre éditorial dans le Figaro Magazine ce week-end, les politiques n'ont pas intérêt finalement à se mettre à dos cette administration, ce mammouth de l'administration. Donc finalement, on ne bouge pas. En fait, oui. C'est-à-dire que personne non plus n'a demandé de sanctions. Et quand Mme Descartes a proposé sa démission, aussitôt, le président de la République et la ministre de la Culture ont dit « Mais vous n'y pensez pas, chère madame, vous n'avez rien à vous reprocher, continuons comme ça, circuler, il n'y a rien à voir. » Ils ont eu tort de refuser sa démission. Elle, pour le coup, elle a pris ses responsabilités. Laurence Descartes, elle a démissionné dès dimanche soir. Oui, je pense qu'ils ont eu tort. Peut-être que cette démission aurait pu être différée. Peut-être aussi qu'elle aurait pu rester comme étant la spécialiste de la muséographie du Louvre, car personne ne remet en cause ses compétences. Le problème, c'est que Mme Descartes est une historienne de l'art. Mais le Louvre, si vous voulez, c'est une énorme machine. Il faut un manager pour diriger ça. Il faut quelqu'un qui se mette un plan d'action avec des priorités, avec, comme dans toutes les entreprises privées, correctement gérées, des tableaux de bord, des objectifs, des budgets. Et là, on a le sentiment d'une irresponsabilité générale. Et effectivement, elle, comme elle est à la tête, eh bien, il aurait été normal, à mon avis, qu'elle rende des comptes et que, à défaut d'une démission totale, en tout
tout cas qu'on mette à côté d'elle quelqu'un qui soit capable de gérer. Alors elle propose justement de recevoir de l'aide quelque part pour la sécurisation du Louvre, avec cette idée donc d'un commissariat de police au sein même du musée. Que pensez-vous de cette proposition? Est-ce que c'est pas pour le coup un peu déconnecté? Est-ce que c'est pas à l'établissement du Louvre d'assurer lui-même la sécurisation de ses œuvres d'art? Alors, ce qui est possible, c'est qu'il faille effectivement avoir une surveillance peut-être supplémentaire, peut-être armée aussi, à l'intérieur du musée. Mais on ne va pas mettre un commissariat dans tous les musées de France. Non, mais le Louvre n'est pas n'importe quel musée de France. Donc, sur le principe, pourquoi pas? Mais vous savez, je trouve que j'ai regardé cette semaine, grâce à Google Maps, la distance entre le lieu de ce cambriolage et la préfecture de police de Paris, qui est l'endroit de France où la concentration policière est la plus forte. 880 mètres. 880 mètres, si vous voulez. Donc, si le système avait fonctionné correctement, peut-être que des policiers auraient pu venir. Mais encore eût-il fallu que les caméras soient branchées du bon côté. À retrouver en tout cas dans le Figaro Magazine ce week-end votre dossier spécial consacré à ce cambriolage. Et vous revenez notamment sur l'augmentation de ce type de vol en France, mais également, hélas, partout en Europe. Tout cela dans un moment, dans une séquence où la bataille du budget fait toujours rage en commission des finances de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron préside aujourd'hui un conseil des ministres spécial pour inscrire la suspension de la réforme des retraites dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2026. Il a pris tout le monde de court hier, Emmanuel Macron, en affirmant que la décision de Sébastien Lecornu ne signifiait ni l'abrogation, ni la suspension, mais seulement le décalage d'une échéance. Comment est-ce que vous avez interprété cette déclaration qui surprend un peu? Et puis, est-ce que c'est pas un peu finalement du Macron dans le texte? Il a du mal à lâcher, alors même qu'il avait donné carte blanche à Sébastien Lecornu. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, comme souvent, a du mal à accepter qu'il est en échec. Et donc, cette suspension est évidemment le désaveu le plus absolu de la politique qu'il mène depuis 8 ans, puisque c'était la seule réforme véritablement de structure qui a été faite. Je mets de côté, même si c'était positif, les baisses d'impôts, en particulier pour les entreprises et les investisseurs. Simplement, imaginez-vous qu'en 2027, un candidat à la présidence de la République dise je vais refaire cette réforme, je vais la remettre en place, alors même qu'elle est largement impopulaire. Non. Pourquoi Emmanuel Macron a pu faire passer cette réforme? Parce que c'était son second mandat, et que donc il pouvait, entre guillemets, s'offrir le luxe d'une impopularité. Oui. Maintenant qu'on est revenu dessus, à mon avis, on n'est pas prêt de la remettre sur le chantier. Et les députés, en tout cas, de la commission des finances ont continué d'examiner ce texte pour 2026, et ils ont rejeté assez largement d'ailleurs, très tard dans la nuit, la partie recette de ce budget. Le compte n'y est pas, dit notamment Monsieur Brun, Philippe Brun, c'est le monsieur budget du PS, et les socialistes qui espèrent toujours la taxe Zucman, qui espèrent toujours également l'instauration d'un ISF climatique. Est-ce qu'il va falloir céder à toutes les exigences finalement du Parti socialiste pour avoir un budget? Je le crains. Je le crains puisque les socialistes ont pris goût à l'exercice. Ils ont demandé à M. Lecornu la suspension, donc à mon avis l'abrogation dans les faits de ce régime, de cette réforme des régimes de retraite, et on le leur a accordé. Et donc maintenant ils se disent mais nous allons continuer, pourquoi nous arrêter en si bon chemin? Dès lors que Sébastien Lecornu s'est mis délibérément entre les mains du Parti socialiste, qui leur a confié la pérennité de son gouvernement, il est extrêmement vulnérable. Et comme en plus, il y a l'engagement de ne pas avoir recours au 49.3, donc à cet article de la Constitution qui permet de contraindre les parlementaires, ceux-ci vont le faire et ils auront bien raison. Mais moi, je vais vous dire, moi, je ne le reproche pas aux socialistes. Moi, je ferai la même chose. Ce qui me choque, c'est que dans les précédents gouvernements, celui de M. Bayrou, celui de M. Barnier, les Républicains étaient à peu près dans la même position. Et ils auraient pu demander des contreparties à leur soutien au gouvernement sur l'immigration, sur le régalien. Qu'est-ce qu'ils ont? Or, ils ne l'ont pas fait. Et à mon avis, c'était une erreur. Et je pense que ça, c'est une bonne leçon que leur donnent les socialistes. Et quand on voit aujourd'hui l'état dans lequel sont les LR, avec ce parti au bord de l'implosion, ils auraient peut-être pu avoir cette idée-là avant. Et justement, effectivement, vous précédez ma suivante question. Est-ce que c'est pas aussi le signe de l'échec des Républicains qui finalement, effectivement, avaient la main il y a encore quelques mois? Vous l'avez dit, ils étaient au gouvernement, avec notamment Bruno Retailleau, qui était vraiment un des hommes forts de
de ce gouvernement aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit qu'il ne pèse pas véritablement sur l'examen de ce budget. Non, il ne pèse pas. Alors que c'est pourtant l'un de leurs chevaux de bataille. Oui, c'est vrai, mais alors, bon, le budget n'est pas encore fait. Les dirigeants du parti ont quand même expliqué qu'ils ne soutiendraient pas un budget qui ferait pas suffisamment d'économies et qui augmenterait la fiscalité, mais on voit bien que les Républicains n'ont plus la main. Mais de toute façon, dès lors que vous avez 6 ministres qui sont issus de ce parti, qui ont accepté d'entrer dans le gouvernement, c'était déjà compliqué. Moi, je pense que, comme disait Alfred de Musset, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, ou bien on participe, ou bien on ne participe pas. Mais là, le côté « je suis là, mais je suis prêt à me retirer à tout moment », c'est difficile à comprendre pour les électeurs. Je crains malheureusement que le LR le paye dans les urnes aux prochaines élections. D'autant plus qu'on a toujours un peu du mal à savoir si finalement ces ministres font toujours partie des LR ou pas. Bruno Retailleau a annoncé qu'il allait être sanctionné sans qu'on sache véritablement si, par exemple, très concrètement, une candidature alternative allait être proposée pour la mairie de Paris à celle de Rachida Dati. Bref, il y a encore beaucoup de sujets sur la table. Comme vous le dites. Pour les Républicains, ce budget, donc, partie recette qui va être examiné à l'Assemblée vendredi après-midi, demain après-midi dans l'hémicycle. Vote solennel prévu le 4 novembre prochain, ça va arriver très vite. Et l'équation, c'est toujours la même, Guillaume, finalement. Est-ce qu'il vaut mieux pas un mauvais budget que pas de budget du tout ? Non, je ne le pense pas. Je pense que si un mauvais budget, ça veut dire rétablir une taxe sur le patrimoine qui va faire fuir les entrepreneurs de ce pays, alors le prix à payer, à mon avis, est trop élevé. Moi, je pense que... moi, je ne partage pas cette opinion selon laquelle tout vaut mieux qu'une crise politique. Il me semble qu'il faut vérifier le bilan coût-avantage. Mais déjà, le coût, aujourd'hui, c'est celui d'un report de la réforme des retraites. Si, en plus, il y a un budget qui aggrave la situation de la fiscalité dans notre pays, les conséquences à moyen terme seraient catastrophiques. On y reviendra en tous les cas demain dans Point de vue avec Charles Lecourson, rapporteur général justement du budget. Dans l'actualité également cette semaine, Guillaume, les premiers pas de Nicolas Sarkozy en prison, la prison de la Santé à Paris depuis mardi. Le parquet de Paris a annoncé hier que 3 détenus avaient été placés en garde à vue après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle des menaces de mort sont proférées à l'encontre de l'ex-président depuis donc cette prison de la Santé. Est-ce que le sort infligé à Nicolas Sarkozy vous choque? C'est le cas en tout cas de millions de Français. Alors oui, moi je considère que cet emprisonnement immédiat ne relève pas de la justice mais d'une forme de vengeance et donc je ne l'ai pas compris. Je trouve que c'est une exception grave à la règle de droit qui est que l'appel devrait être suspensif s'il n'y a pas de danger immédiat de réitération ou de fuite, et de toute évidence ce n'était pas le cas là. Je trouve que là encore, si vous voulez, nous avons sous les yeux les signes de la décrépitude de notre système public. Moi je ne savais pas qu'on pouvait prendre des vidéos dans les prisons. Je pensais que les portables y étaient interdits. De toute évidence ça fonctionne très bien. Et l'administration pénitentiaire qui annonce qu'effectivement 2 portables ont été saisis effectivement dans les fameuses cellules. Oui, des ça veut dire que si on en a saisi 2, il y en a 200 autres qui doivent circuler. Par ailleurs, j'ai appris qu'il y avait 2 policiers qui devaient être dans une cellule à côté du président de la République pour le protéger. Ça signifie que l'administration pénitentiaire, semble-t-il, n'est pas en mesure de protéger efficacement les personnes écrouées, en l'occurrence l'ancien président de la République. Voyez-vous, chaque jour, on a sous les yeux les dysfonctionnements de notre État. Je pense que c'est peut-être ça la crise la plus grave que nous rencontrons, au-delà des vicissitudes politiques, de savoir si le budget va être voté. C'est cet État français qui est à la fois obèse et de plus en plus inefficace. Est-ce que vous pensez que la demande de remise en liberté déposée par les avocats de Nicolas Sarkozy dès mardi doit être entendue par les juges? Écoutez, moi je le pense, puisque je vous disais que cette incarcération ne me semblait pas justifiée. Maintenant, les juges, de toute évidence, ont voulu sanctionner durement, peut-être symboliquement, Nicolas Sarkozy. Donc, est-ce qu'ils vont s'arrêter en si bon chemin? Je ne sais pas. Merci Guillaume, merci beaucoup. À retrouver votre dossier spécial, je le disais, donc consacré au cambriolage du musée du Louvre dans le Figaro Magazine ce week-end. Et puis en couverture, votre entretien avec Mathieu Bock-Côté, l'essayiste, qui est de nouveau en librairie avec ce livre Les 2 Occidents. Il vous a accordé un entretien absolument passionnant à retrouver donc dans le prochain numéro du Figaro Magazine. Je vous le disais, on va revenir à nouveau sur ce vol du Louvre, justement avec un expert des objets d'art et de l'évaluation de ces biens. Maître Édouard Delamaze, il est président du Conseil des maisons de vente. Et il va nous expliquer très concrètement ce que risquent de devenir ces œuvres. Il me rejoint dans un instant.
Il y a quelques caméras périmétriques, mais qui sont vieillissantes. Alors, si on veut rentrer dans le détail des installations, je préfère passer la parole à Dominique Buffin. Mais le parc est très insuffisant, ne couvre pas l'ensemble des façades du Louvre, très clairement. Et malheureusement, du côté de la galerie d'Apollon, la seule caméra qui est posée en direction de l'ouest et donc ne couvrait pas le balcon concerné par l'effraction. Le système de sécurité tel qu'il est en place aujourd'hui dans la galerie d'Apollon a parfaitement fonctionné. Ce qui se pose, c'est la question de l'adaptation de ce système de sécurité à un nouveau type d'attaque, à de nouveaux modes opératoires qui n'avaient pas été envisagés et auxquels il faut que nous réagissions, bien sûr. Bonjour Maître Édouard de Lamaze. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes avocat, vous êtes surtout président du Conseil des maisons de vente et vous connaissez donc très bien le monde de la vente aux enchères et puis le monde de l'évaluation des biens artistiques. On va en parler, je précise que vous êtes par ailleurs président également de l'Observatoire du patrimoine religieux. Et donc ces sujets, ce sont des sujets bien évidemment qui vous tiennent à cœur, les questions autour du patrimoine. Ce braquage du Louvre, c'est le casse du siècle? Oui. Je pense qu'on peut le dire. C'est impressionnant, c'est spectaculaire. Et puis maintenant, on est à la réalité augmentée, donc on le voit en réalité augmentée. Oui, je crois que c'est un cas du siècle, on en parlera pendant très longtemps. Et la présidente du Louvre, qui a bien conscience de tout cela, qui disait hier encore devant les sénateurs, Laurence Descartes, elle reconnaît un échec collectif, en particulier donc dans la sécurisation de cet édifice. Elle pointe du doigt le système de vidéosurveillance, et on en parlait à l'instant avec Guillaume Roquette. C'est absolument époustouflant de se dire qu'au fond, le problème, c'est que les caméras n'étaient pas orientées au bon endroit. Bon, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Comment est-ce qu'on a fait pour laisser de telles œuvres, un tel site, le plus grand musée du monde, sous une si faible surveillance? J'aime beaucoup votre question, parce qu'elle touche vraiment à des fondamentaux. Je crois qu'en France et en Europe, on n'a pas pris conscience de l'intérêt de notre patrimoine. Nous sommes une civilisation ancienne, très ancienne. Je ne veux pas dire chrétienne, mais effectivement judéo-chrétienne. Très ancienne, avec des souvenirs et avec des références historiques exceptionnelles, avec un patrimoine exceptionnel. On n'en a pas suffisamment conscience? Pas conscience, et malgré le travail qui est très bien fait par Stéphane Bern, formidable depuis un certain nombre de temps, mais il faut remonter à André Malraux pour trouver une telle prise de conscience. Et il ne peut pas tout faire, Stéphane Bern, mais il y a à tous les niveaux de l'État et des collectivités locales, et même, j'allais dire, des affectataires du patrimoine religieux, une négligence, une absence totale de prise en compte de ce patrimoine. C'est général. On prend les choses à la légère. Et bien évidemment, tout doit être tout le temps vérifié. Mais je dirais qu'il y a même plus de conscience individuelle des citoyens pour leur maison, leur appartement. Et leur voiture. Ce cambriolage, c'est quelque part une marche de plus, un symbole d'une politique qui, depuis des années, a lâché finalement tout ce qui concerne nos œuvres d'art, tout ce qui concerne notre patrimoine, notre culture, alors que pourtant, Dieu sait à quel point cette culture est foisonnante en France. Si vous prenez toutes les étapes de ce qui s'est passé, on part du principe d'abord qu'il est normal qu'à côté d'un grand musée, le plus grand musée de France, il y ait des travaux pas géré, et que tout le monde peut arriver avec un tractopelle ou avec une échelle sur un camion sans que personne ne le contrôle. C'est déjà invraisemblable. Je ne sais pas si on venait dans votre maison de campagne avec des camions de déménagement, vos voisins vous appelleraient. Oui. En disant, c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. Bon, là, rien du tout. La ville de Paris est devenue véritablement incontrôlée. Ça, c'est le premier point. Oui. Parce que ce camion, il aurait dû dénoncer immédiatement. Ensuite, on voit la rapidité des choses. Ça s'est passé en 7 minutes. C'est vrai que, bon, il aurait fallu être extrêmement rapide dans la réaction. Il faut que ça se passe, j'allais dire, en moins de 9 à 10 minutes. Ça s'est passé en 7 minutes. Bon. Tout ça, c'était chronométré, on le sait très bien, mais on peut faire le parcours inverse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça dure plus de 10 minutes ? C'est ça, la protection, elle est là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour que la protection dure résiste plus de 10 minutes à des cambriolages? Et c'est tout le chantier qui est sur la table désormais, avec donc cette question de la sécurisation. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Laurence Descartes d'installer un commissariat de police au sein même de l'établissement?
encore une fois, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure des grandes technologies informatiques, est-ce que la réponse est encore humaine? Je ne suis pas vraiment sûr. Parce que regardez ce qui s'est passé pour les gardiens. On a vu qu'ils ont eux-mêmes filmé les cambrioleurs parce qu'ils avaient, eux, un process de protection. Et c'est normal, parce que leur vie pouvait être en danger. Donc je ne crois pas qu'il faille affronter homme contre homme, enfin humain contre humain. Je pense qu'il faut faire appel à des nouvelles technologies, plus qu'à un commissariat de police qui aura ses heures d'ouverture, ses heures de fermeture, ses heures de faiblesse et ses heures, j'allais dire, d'absence. Qui aura peut-être à minima la force de persuasion. Quand on sait qu'il y a un commissariat de police à l'intérieur, peut-être ça peut quand même dissuader un certain nombre de malfaiteurs. Mais on commence à rentrer dans le sujet, parce que quand vous engagez un tel projet, vous n'avez pas peur de ça. Vous avez peur de la technologie qui vous dépasse. Il faut donc être plus intelligent que, j'allais dire, ceux qui vont vous attaquer. Il faut avoir une intelligence artificielle, il faut avoir une intelligence numérique, il faut rentrer dans le savoir et pas uniquement dans la réaction. Je pense que c'est cette dimension que je ne retrouve pas dans les propositions et qui me choque un peu. Toutes les entreprises de France aujourd'hui, pour être compétitives, se mettent à réfléchir sur l'intelligence artificielle, se mettent à réfléchir sur l'équipement informatique. Je pense que c'est là la réponse, plus que sur le fait de multiplier des emplois et de mettre des gardiens à chaque porte. La grande question maintenant, donc, sur cette sécurisation, il y a cette idée de ce commissariat qui a été émise par la présidente du Louvre. Vous avez une autre idée. Vous dites, pourquoi pas finalement mettre des copies dans les vitrines? Alors voilà, c'est une idée d'ailleurs que je prends un peu pour moi, parce que j'ai interrogé mes commissaires-priseurs, qui eux sont un peu choqués par l'idée, parce que un commissaire-priseur, c'est un amoureux de l'objet. Ils disent, le visiteur, il vient voir le réel. Il ne vient pas voir le faux. C'est vrai, ils ont raison, il y a un obstacle. Il y a un obstacle intellectuel à présenter des œuvres copies. Mais ma foi, je pense aussi qu'il y a une culture du XXIe siècle qui n'est pas celle de l'époque. À l'époque, au XVIIIe ou au XIXe siècle, puisqu'on parle un peu de ces périodes, la copie n'avait pas du tout la même nature qu'aujourd'hui. Je vois le duc d'Orléans, je vois encore un de ses portraits qu'il avait commandé, un beau portrait de lui, il le commandait en 4 ou 5 exemplaires, par le même peintre. C'était normal. Il n'y avait pas cette notion d'original. Est-ce que ce qui ne fait pas, malgré tout, aujourd'hui, c'est vrai, la valeur d'un bien, c'est quand même le fait qu'il soit unique, le fait de se dire « je suis aujourd'hui en train d'admirer, de visiter ce musée, d'admirer la seule et unique pièce au monde qui représente le diadème, par exemple ». C'est ce que ressentent les experts et les commissaires-priseurs. Bon, ça, ce sont les professionnels. Mais est-ce que pour le public, ce n'est pas aussi la notion de création? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'imaginer une couronne avec tant de bijoux, de pierres précieuses, de dorures? On ne le voit pas tous les jours. Et le fait même de le voir en copie parfaite peut satisfaire une certaine curiosité ou un certain plaisir. Il faut contrebalancer le problème en disant, si nous n'avons pas les moyens de préserver ces œuvres, ce qui est notre héritage absolu, et notre engagement, je le dis pour le patrimoine religieux, qui est un héritage de la Révolution française. Si aujourd'hui la République française n'est pas capable de conserver son héritage, il faut qu'elle prenne les moyens pour qu'il ne soit pas détruit et qu'il ne soit pas accaparé par d'autres. C'est une attitude de bon père de famille. Il faut que l'État, qui est malheureusement son propre assureur, sorte de cette notion en disant « de toute façon, je pourrais payer ». Oui. Parce que le patrimoine, c'est irremplaçable. Et c'est plus que jamais le cas avec ces objets qui ont une valeur, et on va y revenir d'ailleurs, on va en parler dans un instant, une valeur qui, historiquement en tout cas, est irremplaçable, inestimable. Juste une dernière question sur la question justement de la sécurisation. Quelles que soient les options qui vont être choisies, les solutions qui vont être mises sur la table, est-ce qu'il n'y a pas un risque de finalement faire de nos musées des formes de forteresses, de bunkériser nos musées, là où justement l'art, la culture doit être quelque chose d'accessible au plus grand nombre? Bien sûr. Ah oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir un recours à des solutions techniques
invisibles. Les vitres incassables, ça existe. Saint-Gobain en a fait, pour parler d'une entreprise qui a beaucoup travaillé sur cet aspect des choses. Voilà, un exemple parmi d'autres. On le sait que ça existe. C'est pas un investissement énorme. Les alarmes volumétriques, c'est pas énorme. Quand on pense que certaines pièces ne sont pas surveillées, ne sont pas sous alarme, c'est inconcevable. Non, je pense qu'il y a une prise de conscience. J'ai commencé par ça, mais j'en suis convaincu qu'on n'a pas conscience de notre patrimoine. On n'a pas conscience de nos richesses parce qu'on n'a pas conscience de l'héritage qui a été le nôtre. Et en tout cas, on a conscience depuis quelques jours de la valeur de ces objets. La conservatrice du musée du Louvre les a évalués à 88 millions d'euros. C'est l'évaluation du préjudice subi suite à ce vol. Et là, encore une fois, on parle du seul volet économique. Est-ce que ce chiffre vous semble cohérent, sans parler encore de la valeur historique? On l'a dit. On est capable de dire aujourd'hui combien valent ces objets? Permettez-moi de faire une petite pirouette. Si vous le confiez à un commissaire-priseur, il obtiendra un meilleur prix encore. Ouais. Eu égard à la valeur historique, voilà, justement. Voilà. Non, mais c'est une plaisanterie, bien entendu. Mais c'est pour vous parler des commissaires-priseurs qui sont en permanence en train de chercher le meilleur prix. Ouais. Oui, 88 millions, mais en fait, c'est une valeur bien supérieure. Mais c'est intéressant, justement, ce que vous dites, parce que sur quoi on se base pour évaluer un bien comme celui-là? Moi, vous les mettez en vente demain matin, l'abstraction faite du vol, ne pas être complice, ni même approuver ce qui s'est réalisé. Vous en tirez davantage? Je pense qu'un commissaire-priseur, avec une bonne publicité et une bonne origine de provenance, qui sont ces deux obligations dans le cas des ventes publiques aux enchères en France, pourrait en tirer davantage. Pourquoi, justement? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un phénomène qui devient le plus important. On sort un peu de la soustraction, on ne va surtout pas rentrer là-dedans. Il y a un phénomène le plus important, la plus grande valeur du bien, c'est sa provenance. Si ce bien, on ne sait pas d'où il vient, il perd de la valeur. Alors, ça permet de contrôler aussi, bien sûr, le blanchiment, le trafic des œuvres d'art. Tout ça, ça a une conséquence, bien sûr, évidente, mais ça a aussi la contrepartie d'augmenter la valeur du bien que l'on a, dont on peut prouver la provenance. Quand on sait que ce bien était entre les mains de la reine Émilie, je ne parle pas de ses bijoux, pas ceux qui ont été en tout cas volés, mais si demain matin on trouvait sur le marché de la vente au public un produit régulier de la reine Émilie, je pense qu'il y aurait un certain intérêt. Donc, eu égard à l'histoire, finalement... Eu égard à l'histoire du bien et la possession de ce bien. C'est pour ça que je vous parle de patrimoine. C'est que ce sont des Français qui ont dirigé la France et qui ont représenté la France avec des souvenirs exceptionnels. Et on le voit, les ventes sont de plus en plus attribuées à un homme ou à une histoire. Parce que justement, le commissaire-priseur a deux obligations. Un, l'origine, la provenance, et deux, la publicité. Ce qui n'est donc pas possible pour ces biens qui ont été, bien sûr, soustraits du Louvre. On est bien d'accord. Justement, Maître Édouard de Lamage, on peut aller encore plus loin et se dire, au fond, est-ce que la valeur de ces objets, elle a augmenté depuis ce vol? Parce que vous parlez de la publicité. De manière intrinsèque, oui. De manière subjective, oui. Je pense que celui qui l'a pris, s'il l'a pris pour sa possession, et qui ne va pas la transformer, et qui ne va pas la détruire, et qui veut l'avoir par orgueil, démesuré et inadmissible, et par délit, en commettant ce délit, en commanditant des personnages, puisqu'il semble que ça soit un peu comme ça que ça se passe, bien qu'on verra la fin de l'enquête, mais je pense qu'il y a une notion d'extrême valeur, du dépassement de l'imaginaire. Il y a tellement de représentations. Je suis allé dernièrement à l'hôtel de la Marine, où on a le portrait de la reine avec ses bijoux. Vous imaginez la joie de voir la relation entre le bien et la chose. Le personnage, la personne et la chose. L'a possédé. Je pense que c'est malsain. Et cet esprit malsain peut parfaitement tourner dans la tête de certains. Et pour autant, ces malfaiteurs, ils n'empocheront pas 80 millions d'euros. Non. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire aujourd'hui de ces bijoux? D'abord, est-ce qu'ils l'ont pris pour eux? Ou ils l'ont été commandités?
une première question pour répondre à votre interrogation. S'ils l'ont fait pour quelqu'un, il faudra s'interroger sur la psychologie de cette personne, de ce groupe qui l'a demandé à acquérir ou à soustraire ses biens. S'ils le font pour eux-mêmes, là, c'est une véritable catastrophe. Alors, mais justement, quelles sont les hypothèses? Ils vont chercher quoi? À les scinder, à essayer de les vendre en plusieurs morceaux? De détruire d'abord la création de l'œuvre. Ouais. Et là, je parle encore comme président du Conseil des maisons de vente. Ce sont des œuvres de création. Donc, on détruit la création pour retirer uniquement sa substance de valeur, pierre ou diamant, pierre précieuse ou diamant. Ça, c'est déjà une destruction qui va très très loin dans la valorisation des choses. On parle de récupération de moins de 10% de la valeur d'origine. Moins de 10%. Donc, parce que c'est une création, et puis c'est une provenance. Vous y venez. Et puis c'est une publicité faite à l'objet. Un objet n'a pas de valeur uniquement par sa composite, mais une valeur également par sa création. Et ça veut dire que finalement, si ces malfaiteurs décident par exemple de les fondre, eh bien l'objet en tant que tel n'existe plus. N'existe plus. Et vous faites disparaître le patrimoine français par un coup de malheureux. Ouais. C'est possible à faire ça en France? En France, écoutez, on espère que non. On a quand même des services douaniers qui sont très... là, actuellement, il y a une très forte mobilisation. Et puis même au niveau européen, les services douaniers européens sont tout à fait engagés. Il y a des signatures à l'UNESCO. On a... les engagements européens et mondiaux sont quand même assez importants sur des valeurs aussi importantes comme celle-là, des souvenirs aussi importants appartenant aux États. Alors maintenant, est-ce que l'atelier peut avoir lieu en France? Je ne crois pas, j'espère pas, parce que ils ont pris la direction de la 6. Alors, ça va où la 6? Je ne sais pas. On peut sortir de France. Toutes les hypothèses sont possibles. Ces œuvres d'art, est-ce qu'elles peuvent être fondues en France? Nous verrons bien. Évidemment, nous ne l'espérons pas. Est-ce qu'elles pourraient être vendues aux enchères, a priori? Pas en France? Non. Pas en France et pas et dans pas à tous les l'étranger pays non qu'on plus. connaît. Non. Parce que c'est très protégé, ces objets. Oui. Alors en France, nous sommes très réglementés en France. Et heureusement, c'est une loi récente qui a bien mis en place le système de vente avec 2 engagements formels de la part du commissaire-priseur et donc 2 responsabilités. 1, l'origine de la provenance qui doit apporter à l'acheteur et garantir. Et 2, principalement la publicité de la vente, c'est-à-dire que ça ne soit pas sous le manteau, mais que ça soit véritablement au terme d'une publicité. Donc là, on a 2 engagements des commissaires-priseurs français qui font obstacle immédiatement, puis même la conscience. Ça exclut toute possibilité de vente aux enchères de ces œuvres en France, incontestable. À l'étranger également? Oui, pour la plupart des pays. La plupart des pays. La plupart des pays. Alors, mais une fois qu'on a dit ça, il y a toujours des pays... Mais peut-être que sous le manteau, parce qu'il n'y a pas des ventes aux enchères organisées dans des pays qu'on ne connaît pas. On les connaît tous. Est-ce que l'hypothèse, par exemple, toutes les hypothèses sont sur la table aujourd'hui, je vous en donne une qui peut paraître farfelue, encore que l'hypothèse, par exemple, d'une puissance ennemie, qui, pour faire pression sur la France, sur un moment de tension qui pourrait arriver peut-être dans des années futures, détiennent ces objets-là pour faire pression. C'est possible, ça? Les objets otages, il faut mieux prendre des personnes physiques, malheureusement. Un objet otage, je ne crois pas. Un objet monnayable, je ne crois pas que la France soit prête, mais aucun pays n'est prêt à ça. Je pense que l'intérêt du patrimoine, ça s'arrête à l'intérêt quand même des personnes. Et échanger des biens contre des personnes, je suis pas sûr et la sécurité des personnes, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment dans un esprit aujourd'hui démocratique. Non, je pense que ça peut parfaitement appartenir à quelqu'un qui en fait son orgueil. Regardez la Joconde, qui a disparu pendant 14 ans. Oui. Et 14 ans, on n'y a pas touché. Elle n'a pas été dégradée. Et on pourrait, au fond, les retrouver ainsi dans quelques années. Vous pensez qu'on a une chance de retrouver ces objets peut-être un jour? Je pense d'abord qu'il faut faire confiance aux services de police, qui sont très engagés, aux douanes, qui ont un énorme rôle à jouer, et qui sont mobilisés. Je pense aussi qu'il faut faire confiance aux experts à travers le monde. Ils ont des contacts avec parfois des personnes qui peuvent donner du renseignement.
Et il faut vraiment faire appel à la loyauté, au civisme de chacun pour révéler toute forme d'éventuelle confidence qui amènerait à la solution. Ça, c'est fondamental. Et vous pouvez être certain que les commissaires-priseurs sont tous là-dessus totalement mobilisés. Même si on leur propose et qu'ils ne l'acceptent pas, Merci beaucoup. Ils agiront. Merci, Maître Édouard Delamasse, président donc, du Conseil des maisons de vente. Et on suit bien évidemment cette enquête de très près. À noter qu'une mission relative à la sécurité et à la sûreté des lieux patrimoniaux en lien avec le ministère de l'Intérieur a été mise en place, a été ouverte à l'initiative de Rachida Dati, puis également à la création d'une commission d'enquête ad hoc à l'Assemblée nationale qui est toujours dans les tuyaux. Et le président d'ailleurs de la Commission des affaires culturelles à l'Assemblée, Alexandre Portier, sera l'invité de Point de vue demain midi. Un cambriolage donc retentissant qui survient dans un moment où notre pays est toujours confronté à une crise politique majeure, où la parole des politiques est de plus en plus dévoyée. Alors, les responsables politiques sont-ils impuissants face aux maux qui touchent notre société, ou bien sont-ils lâches, voire même d'ailleurs menteurs? On en parle dans un instant avec l'essayiste Julie Graziani. Elle publie ce livre, Les escrocs, le blanchiment des idées sales, et il est notamment question évidemment des politiques dans ce livre. Elle est avec nous dans un instant. On écoute avant cela la spécialiste des enquêtes d'opinion, Véronique Reissout. Elle était sur ce plateau et répondait justement à la question de savoir ce que les Français pensent de cette séquence politique. En fait, il y a une espèce de lassitude des Français. Il y avait deux éléments qui ressortaient très fortement, quelles que soient finalement les positions et les applications partisanes. Le premier, c'est ce sentiment que c'était un débat pour défendre leur poste plus que la réalité de défendre leur intérêt, même si l'ensemble des députés, quelle que soit leur position politique, rappelaient qu'ils faisaient ça au nom des Français. Les Français disaient nous, on a plutôt l'impression que vous faites ça au nom de vos postes. Donc ça n'a fait que renforcer une défiance qu'il y a envers les politiques et l'impression que dans le fond, ils s'intéressent plus à leur cas personnel qu'au cas des Français. Bonjour Julie Graziani. Bonjour Timothée. Soyez la bienvenue. Vous publiez ce livre, Les escrocs, le blanchiment des idées sales, aux éditions de l'Artilleur, livre dans lequel vous vous appuyez sur votre expérience d'accompagnement des entreprises en difficulté. C'est votre activité principale aujourd'hui. Et vous avez, dans ce livre, voulu appliquer les méthodes d'analyse économique au monde intellectuel, au monde politique. Un mot d'abord, on parlait à l'instant de ce vol au musée du Louvre, ce vol qui nous indigne évidemment tous. Certains politiques pointent du doigt la symbolique que cela représente sur ce délitement, ce déclassement de la France. Ça, pour le coup, hélas, ça n'est pas une idée sale, c'est une cruelle réalité. Oui, c'est une cruelle réalité. Toutes les enquêtes tentent à le montrer sur le plan économique, sur le plan de l'influence internationale. La question après, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on en fait? L'escroquerie commence quand, au lieu d'adresser le problème, comme disent les consultants en entreprise, et de chercher des méthodes pas simples, parfois contradictoires pour y remédier, on en fait le prétexte à développer une idéologie simpliste et à attiser des rancœurs, des tensions, tout ce qu'on va appeler les passions tristes. Alors, on va revenir sur ce livre, Les escrocs, donc le blanchiment des idées sales. Alors, le livre était probablement déjà à l'impression lorsque la décision de Sébastien Lecornu a été annoncée, donc de suspendre cette réforme des retraites à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'on a là un parti qui nous a expliqué pendant des années que c'était un impératif, que c'était presque une question de vie ou de mort, qu'il fallait sauver notre système par répartition. On nous annonce finalement au cours d'un discours comme cela que finalement on change totalement et on décide de suspendre cette réforme. D'abord, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Et est-ce qu'il n'y a pas là justement un lien quand vous dites des idées sales, revenir sur cette réforme? C'est exactement quelque part une partie de la thèse que vous développez dans ce livre. Oui, alors encore une fois, ce que j'appelle idées sales, ça va être des motivations inavouables qui se dissimulent derrière des projets ou des idées d'apparence cohérentes ou rationnelles. Et vous dites également attention à ces gens qui vous vendent des lendemains qui chantent finalement. Ça en fait partie, absolument. Sur la réforme des retraites, c'était un projet. Comme tous les projets, il peut être critiqué, judicieux à certains moments, pas judicieux à d'autres. En l'espèce, on peut considérer que Sébastien Lecornu est sorti du dogmatisme sur la matière. Donc il est plutôt sorti de l'idéologie, qui était d'ailleurs en l'espèce plutôt une idéologie libérale, du point de vue de la gauche, quand elle vous explique le problème. Il a donc fait preuve d'appréciation concrète de la situation pour se dire, même si ça pouvait paraître une bonne idée en 2023, ça ne l'est plus aujourd'hui, parce que les conditions ne sont pas réunies et que précisément je ne veux pas passer en force. Donc quand il fait ça, pour le coup, il est à l'inverse de ce que je critique dans mon livre. Il est à l'inverse du dogmatisme, à l'inverse du forçage des idées.
En revanche, c'est sûr que ça décrédibilise davantage la parole politique, ou du moins cette forme de parole politique qui a tendance à vous présenter les décisions comme inéluctables, comme celles auxquelles vous devez impérativement adhérer. L'expérience, là, très concrètement, prouve qu'une réforme, ça se modifie, ça se change, et qu'il ne doit pas y avoir de dogme en la matière. Est-ce que, et c'est là que je fais le lien avec votre livre, parce que quand vous dites attention à ceux qui vous vendent des lendemains qui chantent, on parle souvent de démagogie lorsque l'on parle des politiques. Est-ce que ça n'est pas le propre justement du politique d'être un brin démago, de prendre des décisions qui peuvent aller à l'encontre totalement de ce que nous avons nous-mêmes exprimé il y a quelques mois, et c'est le cas par exemple sur cette réforme des retraites, parce qu'évidemment, en ce qui concerne par exemple les retraites, le problème c'est que l'austérité, ça n'a jamais fait rêver personne, et ça n'a jamais vraiment permis d'être élu sur un tel programme. Alors c'est certain, c'est vrai que le politique n'a pas une tâche facile, il faut le reconnaître. On ne lui facilite pas la tâche non plus d'ailleurs, ni les journalistes qui tendent à vouloir réduire leurs pensées dans des formats qui sont aisément digestible, voire même parfois à pousser la punchline parce que ça permet d'en parler davantage. Les citoyens non plus ne leur facilitent pas la tâche, ils sont eux-mêmes en demande de solutions rapides et faciles et immédiatement applicables. Et d'une certaine manière, c'est un système qui auto-entretient l'illusion. Le politique, quand il nous fait rêver, il répond aussi à notre demande. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est frappant parce qu'on a à la fois une défiance vis-à-vis des politiques, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, et pourtant, à chaque élection, on y croit. Oui. À chaque élection, les militants ont une ferveur. On descend dans la rue pour ceux qui ont gagné. À chaque fois, on se dit ça va marcher cette fois. Comment expliquez-vous justement ce décalage ? C'est très étonnant et il tend peut-être à se réduire un petit peu au fil du temps. On sent peut-être moins d'enthousiasme. Mais je l'explique dans la dernière partie du livre. Si ça fonctionne, c'est qu'on en a tellement besoin. On a des aspirations en nous. On a l'aspiration qui est profondément humaine de ce que j'ai appelé le paradis perdu, l'envie de le retrouver, l'aspiration d'une vie plus facile, parce que la vie est tellement dure pour tout le monde finalement que c'est très légitime d'avoir envie que ce soit plus simple et d'avoir envie de solutions faciles, parce que la réalité c'est qu'on se bat tous les jours, oui. Tout le monde à son niveau. Donc il y a tout ça, toutes ces aspirations profondes qui nourrissent cette envie simpliste. Simplement, on peut rêver, on peut se dire j'en ai vraiment envie et j'ai un peu envie de me faire porter par le discours que j'entends, discours intellectuel, militant ou politique. Mais il y a un moment où pour ne pas se laisser embarquer trop loin, il faut quand même revenir et se dire non, là c'est plus compliqué que ça. Et c'est justement le but de ce livre, de mettre en avant un certain nombre peut-être de garde-fous justement, et vous qui êtes dans le monde économique, c'est quelque chose auquel vous êtes confronté quasiment tous les jours. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, est-ce que le risque, est-ce qu'il n'y a pas en tout cas un risque de dédouaner un peu le peuple, puisqu'au fond on dit souvent les promesses n'engagent que ceux qui les croient, et finalement c'est le peuple qui élit les politiques. Est-ce que ce n'est pas notre faute aussi finalement si nous faisons berner par l'un ou par l'autre ? Oui, absolument. Enfin, ce que vraiment j'essaie de démontrer, c'est que l'illusion s'entretient de manière systémique. On en est tous partie prenante. Alors certains en profitent plus que d'autres. Je montre à un moment, bien sûr, que certains y gagnent davantage, que quand ils ont acquis des positions de pouvoir ou des positions d'influence grâce à la bonne opinion qu'on a de leurs idées et qui continuent à entretenir, ils n'ont aucun intérêt à les modifier, puisqu'elle est très rétributive pour eux. Mais il est certain aussi qu'au niveau inférieur, donc celui du citoyen qui va voter, qui va décider ou qui va s'engager, il manque peut-être lui aussi de ressources, de méthodes pour discerner, pour faire le tri entre ce qui relève de la bonne idée, ce qui relève de la fausse bonne idée, ce qui relève de l'arnaque caractérisée. Oui. Et c'était le but du livre, de proposer ces petites méthodes qu'on connaît très bien dans la vie économique. Parce que dans la vie économique, tous les jours, on a besoin de faire la différence entre une bonne affaire et un scam, ou une escroquerie, comme on dit. Et c'est pas toujours si simple. Donc il y a des méthodes, elles sont objectives, et l'idée, c'était de les mettre à disposition du public. Et c'est là, effectivement, qu'il faut savoir les repérer. Mais c'est là aussi, est-ce que le risque, et vous y êtes vigilante, vous le dites dans ce livre, est-ce que c'est pas de tomber dans une forme de défiance systématique ? Ce qui serait une erreur aussi, et ce qui est une autre forme d'escroquerie. J'en parle dans un chapitre consacré au populisme, où je dis souvent une arnaque en chasse une autre, et que la meilleure couverture qui soit, c'est quand vous adoptez la posture de dénoncer une arnaque précédente. Parce qu'évidemment, ça vous donne une légitimité. Bon. Et le populisme, dans certains de ses aspects, est une arnaque qui repose sur la dénonciation des élites dissimulatrices. Oui. Donc c'est très très sophistiqué. Et donc oui, en fait, l'idée c'est à chaque fois de se poser et de se dire, tiens,
ça a l'air convaincant, mais est-ce que la personne qui m'emmène sur cette voie-là n'est pas elle-même en train de faire de moi un pion? Est-ce qu'il n'y a pas, dans ce que vous décrivez justement, le terreau, quelque part, de ce vote des extrêmes ou le vote de l'abstention, ou en tout cas le vote en faveur des partis populistes? On l'a vu beaucoup, mais encore une fois, on a bien vu aussi que le populisme instrumentalisait cette défiance légitime. La meilleure manière de lutter contre, c'est de rendre à chacun ses clés de discernement. Parce que dans tous les cas, celui qui va être tenté de voter pour les extrêmes, c'est celui qui va être séduit par un discours simpliste. C'est toujours la simplicité du discours qui doit nous alerter. Quand c'est trop simple, ça ne va pas. Et vous remarquerez que la proportion des extrémistes à proposer des solutions toutes faites, à faire simple, à jeter des anathèmes facilement, c'est typique de ces mouvements qui attirent, qui séduisent. On est dans la séduction politique, en fait. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière pour dégager les gens de cette forme d'emprise. On parle du politique, mais parce qu'il en est évidemment question dans le débat public. Dans ce livre, vous dites que vous partez de votre rôle dans le monde économique, vous parlez du rôle des commerciaux, du rôle des experts, bien souvent d'ailleurs autoproclamés, vous parlez du rôle du militantisme également, et vous dites, au fond, c'est ça, attention parce que cette escroquerie, elle n'est pas forcément uniquement manifeste dans le monde de l'économie. Oui. La vie intellectuelle est propice aussi aux manipulations. Et on ne le sait pas assez. Dans la vie économique, on a l'habitude. On sait que souvent, c'est des jeux à somme nulle. On a été habitué à repérer que parfois, si je gagnais, vous perdiez et inversement. Ce qui est d'ailleurs pas toujours vrai. Les meilleurs jeux sont les jeux de coopération. Dans la vie intellectuelle, on est très démunis parce qu'on a tendance à croire les gens sur parole. Donc, s'ils vous disent « je lutte pour telle cause », je lutte contre le racisme, je lutte contre la transphobie, vous avez tendance à les croire sincères. Et il faut décrypter ensuite si cette sincérité est bien là. Et ça, en général, vous le voyez avec les méthodes qu'ils utilisent. Et c'est ce qu'on fait dans la vie économique. Quand quelqu'un vous propose une bonne affaire, mais que vous avez des doutes, vous posez des questions, et que la personne se braque, elle ne veut pas répondre, ou elle vous noie sous une avalanche d'informations qui n'ont ni queue ni tête, ou elle devient hostile ou agressive, c'est le signe que quelque chose n'est pas net dans ses arrière-pensées. Parmi donc les thématiques que vous abordez, je l'ai évoqué, la question du militantisme, et vous dites que certaines manipulations donc dévoient les bonnes causes, c'est ce que vous dites, et vous prenez par exemple la question du féminisme. D'ailleurs, c'est le titre de l'un de vos paragraphes, le féminisme, cette arnaque, et vous dites, le féminisme ne repose aujourd'hui que sur une logique victimaire, paranoïaque, qui s'ingénie à rationaliser le postulat irréfutable de la domination masculine. Ça aussi, c'est une fausse croyance, c'est une idée sale, pour reprendre votre expression. L'idée sale, ça va être de considérer qu'il va y avoir des victimes d'un côté, des oppresseurs de l'autre, et que la guerre contre les oppresseurs doit être impitoyable et sans merci. Ce qui, par conséquent, fait des oppresseurs les nouvelles victimes, mais à qui on ne reconnaît même pas ce statut. Il y aurait 1000 choses à dire sur le féminisme. Un exemple sur lequel je me suis attardée, c'est qu'en matière de violence conjugale, le combat féministe actuel tourne autour des mots, du vocabulaire, de la symbolique. Donc il y a ce combat pour imposer, par exemple, le terme féminicide. En revanche, en restant focalisé sur les mots et les symboles, il y a une forme de déréalisation. Et il y a un sujet majeur qui n'est pas du tout pris en compte ou traité par les féministes et qu'on voit pourtant quand on recueille les témoignages de femmes victimes de violences conjugales, c'est que souvent, si elles hésitent à partir, il y a plein de raisons, mais l'une de ces raisons, c'est qu'elles ont bien souvent peur d'être privées de leurs enfants. C'est qu'elles savent qu'elles vont devoir affronter une situation où elles n'auront pas forcément la garde, ou peut-être elles verront leurs enfants qu'une semaine sur deux, qu'elles devront convaincre la justice, d'où les critiques d'ailleurs qui sont parfois justifiées contre l'institution judiciaire qui ne prend pas le problème assez à bas le corps et qui traite le plaignant et le défendeur de la même manière, alors que la femme victime de violence dit « mais pourquoi je devrais perdre la garde de mes enfants ou l'avoir qu'une semaine sur deux ?» Et ça, c'est des vrais cas réels. Ça, c'est très concret. Ça, c'est pas des mots, du vocabulaire et des symboles. C'est tous les jours que ça se passe dans les prétoires. Et ça, c'est pas pris en compte dans le discours. Et un autre exemple très concret que vous prenez dans ce livre très rapidement, sur cette menace de l'ostracisation liée au militantisme, vous reprenez l'exemple par exemple de la polémique Transmania, donc ce livre publié par Dora Muto et Marguerite Stern, qui sont venus d'ailleurs nous le présenter sur ce plateau, et vous montrer à quel point c'est cela le risque, c'est l'ostracisation. Oui, parce que les accusations de racisme, de transphobie, ou d'autres du même acabit,
ont une particularité, c'est que ce sont les seules accusations dont vous ne pouvez pas vous défendre. Si je vous accuse d'être voleur ou menteur, vous pouvez dire non, je ne le suis pas, j'apporte des preuves, il y a des gens qui témoignent pour moi. Là, c'est des accusations où plus vous vous débattez, ou plus des gens disent non, c'est pas le cas, en fait, plus vous resserrez l'accusation autour de vous. Et ce qui me fait dire que la vraie motivation n'est pas celle qu'ils avancent, c'est que si le meilleur moyen de lutter contre la transphobie, c'est de dire regardez, lisez des témoignages, écoutez des témoignages de personnes qui sont ou dans leur phase de transition ou qui ont accompli ce parcours. Ça, c'est des témoignages, encore une fois, concrets, réels. C'est pas ce qu'ils font. Merci beaucoup. Merci Julie Graziani, Les escrocs, le blanchiment des idées sales. Votre livre, donc, ça sort aujourd'hui, c'est sorti hier en librairie et c'est à retrouver, c'est aux éditions de L'Artilleur, un livre bien évidemment que l'on recommande. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Point de vue revient bien sûr demain. Merci beaucoup pour votre fidélité. À demain.